Je m'appelle Li Zhe. Je vis en France depuis 7 ans et je suis une développeuse full stack chez Arca Computing à Bordeaux. Je suis passionnée par les nouvelles technologies, les mathématiques et la science. Je développe en Java principalement, mais aussi avec du JavaScript. En temps libre, je travaille sur les petits projets perso dans les domaines comme machine learning, les objets connectés et la robotique. Je fais partie de l'équipe d'organisation d'Agitour Bordeaux et je suis aussi membre de l'association du Jazz France. Il y a 1 an, j'ai participé à un concours Space App Challenge organisé par la NASA. Avec mon équipe, on a choisi un sujet qui est donc le suivi de la position du satellite en temps réel. Pendant 30 heures, on a fait une page web qui donne la position de la station spatiale ISS, les satellites AIM FAST en 2D. Après ce concours, Cap Science de Bordeaux souhaite que le projet continue pour leur exposition l'Odyssée, la destination espace de 2015. Du coup, j'ai accepté de continuer à travailler sur ce projet en volontariat. Et une des fonctionnalités principales est de faire un rendu en 3D pour que les orbites des satellites soient plus intuitifs pour les enfants. Voilà. Bon, je ne suis pas française, donc si jamais j'invente les mots français, je vous prie de m'excuser. Donc, avant de parler Tree.js, on va parler un peu de WebGL. WebGL permet d'afficher, de créer et de gérer dynamiquement les éléments graphiques complexes en 3D dans une fenêtre du navigateur d'un client. Il est actuellement implémenté par la plupart des navigateurs modernes, comme Chrome, Firefox. Par contre, pour IE, c'est à partir de la version 11, et pour iOS, c'est à partir de la version 8. WebGL, il permet d'exploiter les pilotes de la carte graphique et de tirer ainsi profit de l'accélération matérielle. C'est un atout majeur pour faire des rendus performants, des formes ou des textures complexes. En gros, WebGL permet de générer un rendu 3D, c'est calculé par la carte graphique dans votre navigateur. Sous-entendu, cette fignasse de carte graphique qui ne sert à rien, qui ne sert pas à grand-chose pour le rendu d'une page web, va enfin se rendre utile. Mais c'est pas, voilà quelques exemples qui est réalisé avec WebGL. C'est un aquarium. Ça, c'est les flacons des neiges. C'est un peu magique, c'est dans un navigateur web. Mais utiliser WebGL directement, c'est pas évident parce que il y a beaucoup de calculs matriciels complexes. Donc, il y a des librairies JavaScript sont créées justement pour nous faciliter la tâche. Donc, il y a Tree.js. C'est en continuant à travailler sur le projet pour Cap Science, j'ai pu découvrir Tree.js et j'en regrette pas de cette expérience. Donc, Tree.js nous permet de faire la 3D de la même manière que Paper Vision 3D le permettait en ActionScript dans Flash. Mais en ayant recours à la technologie du rendu de notre choix. C'est-à-dire le même code écrit, on peut faire la scène 3D avec le moteur WebGL ou Canva ou SVG ou CSS 3D. Avec Tree.js, on peut créer les scènes, des caméras, des géométries, et on peut loader un fichier, par exemple, en format JSON pour créer des objets 3D dans notre scène. Il gère aussi les éclairages, des matériaux, les techniques d'ombrage, et les animations et les utilitaires des mathématiques. Ça, c'est le site officiel de Tree.js. En fait, le code source est hébergé sur le dépôt de GitHub de son créateur, Miss Doob.
Son principe, c'est d'être accessible par tout le monde. Voici mon premier exemple quand j'ai travaillé avec Tree.js. Je pense que tout le monde est passé par là. En fait, pour commencer à faire Tree.js, il faudrait qu'on télécharge le code source depuis le dépôt GitHub et d'inclure dans une page HTML, qu'on a l'habitude de le faire. Et après, on peut créer un balise script. Là-dedans, on va insérer notre code JavaScript pour initialiser nos scènes en 3D. Voici. Ça, c'est le code de tout à l'heure, le cube qui tourne sur lui-même. Donc, on a créé une scène. Une scène, c'est l'endroit où on place des objets 3D, des caméras et les éclairages. Après, on crée une caméra. Une caméra, on place à l'endroit où on regarde le monde. Après, on définit un moteur de rendu. Ici, j'ai utilisé WebGL comme moteur de rendu. Après, je l'ai ajouté dans ma page HTML. Après, je crée une géométrie. Ça, c'est fourni de la base par Tree.js. Une box, je lui donne largeur, hauteur, la profondeur. Et je lui donne aussi un matériel qui définit sa couleur, la technique d'ombrage. Après, je mets la géométrie et le matériel dans un objet 3D qui s'appelle mesh. Et ce mesh-là, on va le mettre dans notre scène. On peut définir la position de la caméra. Vous avez remarqué que le cube, il tourne sur lui-même. Donc ça, c'est une animation. Donc, pour faire ce genre d'effet, on commence par ajouter une méthode qui s'appelle animate. Cette méthode sera appelée récursivement à chaque fois qu'on met à jour les attributs de l'objet 3D. Là, ici, je l'ai fait la rotation sur l'axe X et l'axe Y. C'est assez simple pour faire un cube en 3D, juste avec Tree.js, juste quelques lignes, et sans vraiment de connaître la théorie de la programmation en 3D. Voici, ça c'est un résumé le code de tout à l'heure. Donc, tout en haut, à la racine, on a le moteur de rendu. Le moteur, il attend un objet qui s'appelle scène. Dans la scène, il contient 3 éléments importants, la caméra, maillage, c'est le mesh, c'est l'objet 3D, et éclairage, c'est les lumières. Donc, dans un maillage, il contient géométrie, qui détient toutes les données nécessaires pour un modèle 3D, le sommet et la face, et aussi le matériau qui peut nous donner la couleur, la technique d'ombrage, ou bien on peut mapper une image 2D sur un objet 3D. Si vous regardez le code source de Tree.js, vous allez remarquer qu'il y a une classe basique pour créer un objet 3D, il s'appelle objet 3D, tout simplement. En fait, en créant cet objet-là, on peut rajouter des autres objets 3D en créant une relation hiérarchique. C'est-à-dire que ici, par exemple, le route que j'ai créé en utilisant l'objet 3D, j'ajoute 2 mèches là-dedans. Ça veut dire que le route est devenu le parent de ces 2 mèches. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça nous facilite de manipuler plusieurs objets en même temps. Imaginons, on fait une modèle 3D de voiture. Donc, on veut bouger la voiture. On a besoin juste de bouger le corps parce que le corps, il contient 2 roues, 4 roues, des fois 2 ou 4 portes. Comme ça, si j'affecte une action bouger sur le corps de la voiture, tous les autres objets vont bouger. Vous allez voir un exemple. Ça, c'est un exemple qui vient de Tree.js. En fait, en gros, il a juste un seul objet 3D. Il contient 2000 objets, les petits cubes. Donc,
ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste faire tourner l'objet 3D, le seul qui fait la rotation sur les 3 axes, X, Y et Z. Du coup, tous les enfants, ça veut dire les 2000 cubes qui est ajouté dans cet objet 3D et bougent en même temps. Du coup, ça donne cet effet-là. Après, on peut aussi manipuler l'objet 3D en changeant sa position, parce que tous les objets se retrouvent à l'origine du repère. Ça veut dire que X égale 0, Y égale 0 et Z égale 0. On peut le bouger, c'est la translation, en changeant sa position. On peut aussi faire la mise à l'échelle, c'est-à-dire que l'objet sera grandi ou réduit en fonction de facteurs d'échelle, selon les axes X, Y ou sur l'axe Z. On peut aussi le faire tourner. Après, pour créer un objet, ça ressemble un peu à la réalité, donc des fois on a besoin de créer des formes différentes des objets. Du coup, TreeJS nous fournit déjà une bonne base de géométrie pour qu'on puisse faciliter créer des géométries. Par exemple, si on crée un cube, un sphère, un cylinder ou un torus. C'est juste une ligne de code. Après, on veut aussi contrôler les matériaux, ça veut dire les couleurs et les techniques d'ombrage. Donc, il y a une base. Aussi, par exemple, on veut créer une matériel basique, c'est-à-dire que ce ne sera pas un réflecteur de lumière, sa surface, c'est pas bruyant, donc il prend juste une couleur solide. Donc ça donne une impression que c'est juste une image en 2D. C'est pas très visuellement, c'est pas très beau. Aussi, on peut créer un matériel qui s'appelle Mesh Lambert Material. Par exemple, on a un papier ou un bout de bois selon des matériaux qui est réflecteur des lumières. Par contre, il y a beaucoup de matériaux, ils ont une surface un peu plus bruyante. Donc ça veut dire que ce sont les matériaux speculaires. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser Mesh Phone Material pour avoir une surface un peu plus bruyant. Et on a aussi Mesh Normal Material. En fait, ce matériel, il stocke tout le sommet de chaque polygone. Donc, il utilise la technique interpolation pour varier la couleur en utilisant le système de codage informatique de couleur RGB. Du coup, vous le voyez ici, ce côté-là, c'est le bleu, c'est bleu pur. Après, petit à petit, vers le milieu, le bleu disparaît un peu. Après, c'est mélangé un peu de vert et de rouge. On peut définir certaines propriétés sur les matériaux. Par exemple, la technique d'ombrage. L'ombrage, c'est qu'on travaille sur la couleur de l'objet en fonction de sa couleur naturelle et en fonction de la distance de la lumière et aussi la direction de la lumière. Ça veut dire l'angle, c'est comment il arrive sur l'objet. Parce que la lumière, des fois la lumière a des couleurs aussi, ça affecte une couleur différente à l'objet. Du coup, là, c'est smooth shading, ça veut dire c'est ombrage lisse. C'est-à-dire, je vais expliquer ça juste après. Et on a aussi ombrage plate. Donc, comment ça fonctionne ombrage plate? En fait, il calcule la couleur de l'objet en fonction de surface normale. C'est les traits rouges. En fait, il prend chaque polygone. Le trait rouge, c'est le trait perpendiculaire de chaque polygone. Donc, il calcule selon l'angle entre ce trait rouge et l'arrivée de lumière pour calculer la couleur de l'objet.
Par contre, ombrage plate, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule la couleur de l'objet, c'est pixel par pixel. Ce qu'il stocke, c'est les sommets de chaque polygone. Si vous voyez ici les traits bleus, en fait, il est sur chaque... c'est le sommet, c'est le vertex de chaque polygone. Mais ça, c'est en temps de calcul, ça c'est beaucoup plus coûteux que ombrage plate. On peut aussi changer la couleur du matériel. On peut aussi définir le niveau de la brillance de l'objet. Et on peut aussi activer justement cette option-là, faire frame, pour juste voir le trait, pour qu'on puisse le reconnaître. TreeJS nous permet aussi de gérer la transparence des objets, des matériaux. Parfois, on a envie de mapper une image 2D sur un objet 3D. Donc là, on parle UV mapping. UV mapping, c'est un coordonné qui permet de choisir une partie d'une image 2D pour le mapper sur une face d'un objet 3D. Par exemple, là, j'ai une seule image, je ne mens pas, c'est une seule image, qui a 6 parties. Du coup, je le mappe dans un coordonné, parce que moi, je veux mapper, par exemple, la partie brique sur une partie du cube, une face, juste une face. Du coup, moi, je définis le coordonné du V, le valeur, il varie de 0 à 1. Du coup, par exemple, pour chaque coin, les 4 points du carré du brique, son coordonné, ça sera 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0,666 et 0,5, 0,66. Je vais donner ça à mon objet 3D. Du coup, ça donne ça. Ça veut dire que quand j'applique cette texture à mon cube, il sait que quelle partie de l'image de 2D va mapper sur l'objet, sur quelle face. Là, en fait, quand je travaillais sur mon projet, il fallait que je crée une terre en mode 3D. Du coup, j'ai eu une image de 3D avec tree.js. Ce que je fais, c'est une ligne. Je fais load texture, je prends l'image et je crée un objet 3D avec une géométrie, avec de sphère géométrie, comme vous avez vu dans les slides précédents. Alors, ok, après c'est fait. Donc, par contre, cette image de la Terre, ça ne correspond pas à la réalité. Parce que quand on vu la Terre depuis l'espace, des fois on voit le relief de la montagne. L'océan est plus brillant comme une surface que la montagne. Du coup, comment je peux mettre en évidence de ça? C'est en fonction de donner des textures différentes. Je lui donne un normal map. Normal map, en fait, c'est pour feindre le relief d'un objet. Ça, c'est très utilisé dans le géométrique. Comme ça, en fait, comme lui, il ajoute le relief sans rajouter vraiment le polygone sur l'objet réel, enfin l'objet 3D réel. Après, pour le rendre l'océan plus bruyant, du coup, je lui donne un speculaire map. Là-dedans, il contient une image qui rend certaines parties de l'image, ici c'est l'océan, plus bruyant. Ces 3 images ensemble, ça crée une Terre qui correspond mieux quand même à la réalité que juste simplement une image de la première image de tout début.
Bah, c'est en fait justement dans le matériel, dans le tri.js, on peut utiliser un mesh fond matériel en lui donnant des lumières, le niveau de la brillance et ces trois maps-là, on a une terre en 3D, comme vous l'avez vu. Après, on peut encore faire mieux, c'est que parce que autour de la terre, il y a des nuages. Donc, du coup, moi, je peux avoir une image justement avec les nuages. Je crée une géométrie de sphère et je le mets à la même position que la Terre qui est dans le monde 3D. Du coup, ça donne cet effet-là. On a des nuages. Voilà, je le crée un sphère géométrie et avec le même matériel. Par contre, avec une texture différente, c'est la planète avec les nuages. Ça, c'est la version sur laquelle je suis en train de travailler, parce que ça, c'est une version encore plus poussée, parce qu'il gère l'atmosphère. Ça, c'est les calculs un peu plus compliqués. Moi, je vous montre cette image, c'est parce que c'est pour montrer que tri.js nous permet aussi de personnaliser la technique de ombrage en lui injectant les propriétés que moi je souhaite. Voilà. Après, c'est la caméra. On a parlé des objets 3D, du coup, il y a la caméra. Les caméras, en fait, c'est l'endroit où on se déplace pour regarder le monde. On a deux types de caméras. La perspective caméra, c'est-à-dire on a une angle vertical au travers duquel on regarde le monde. On a le ratio entre la largeur et le ratio respect entre la largeur et hauteur de le plan de la projection. Et on a aussi le plan Z, loin et proche. Du coup, quand j'ouvre plus grand, du coup, les objets nous paraissent plus petits. Si je change la position du plan Z de loin, on va plus loin. On peut aussi créer des orthographiques caméra. Ça veut dire que peu importe les éloignements des objets, ils nous apparaissent toujours à la même taille. Ça, au début, ça me paraît étrange, mais ça nous donne une vue très technique. C'est comme ça, on utilise pour faire les dessins, pour juger proportionnellement les mesures entre les objets. C'est une vue dynamique, on peut voir la différence des paramètres. Et on donne une vue à gauche. Si je change en octo-caméra, ça ne change pas. C'est juste les objets qui sont dans la vue ou c'est plus dans la vue. C'est Orbit Control. Des fois, on a besoin de contrôler notre caméra pour faire zoomer ou bien pour faire le tourner. Du coup, en utilisant Orbit Controller.js, ça nous permet de faire ça facilement. La lumière. Donc, avec tri.js, on peut faire la lumière de direction. Ça veut dire que c'est une lumière, c'est une source de lumière de loin, comme le soleil. En changeant sa direction, la partie de l'objet éclairée, ça change. On lui donne une couleur et intensité de cette lumière. Après, c'est l'éclairage d'un point. C'est comme un ampoule. Ça veut dire qu'il éclaire la scène partout, dans toutes les directions. Ça, c'est un éclairage comme la projecteur. En changeant l'angle, ça donne plus grand. Et aussi, on peut définir la rapidité de la lumière arrive sur l'objet. Aussi, on peut gérer l'ombre. Par contre, si c'est un objet 3D, ça veut dire tout à l'heure, comme il y a une relation de hiérarchie, donc il faut qu'on parcourt dans chaque objet enfant pour activer la fonction que, voilà, on peut recevoir un nombre, on peut générer un nombre. Après, lumière ambiant, c'est une lumière basique. Il éclaire la scène toujours avec une valeur constante. Juste, on peut changer la couleur.
Après, Trick.js nous fournit un script en Python pour qu'on puisse transformer ce fichier en objet en format .js pour qu'on puisse le loader dans notre scène, un objet 3D qui est dans le fichier. Après, c'est interaction. Des fois, on a besoin de faire les interactions sur les objets 3D dans la scène. Alors, Trick.js, là, pour nous, ça nous facilite la vie. Comment on fait ça? C'est comme d'habitude, le développement de JavaScript, on ajoute un événement dans le document et on associe avec l'action, par exemple, mouse down. Ce qu'il fait, c'est que, en fonction où on clique sur l'écran, on peut récupérer la position de la souris, X et Y. Après, Trick.js nous aide de générer un vecteur dans le monde 3D. Après, il tire un trait vers vers la direction de la caméra où il regarde. Du coup, ce trait-là croise les objets. Les objets croisés sont les objets choisis. Ça veut dire qu'on applique l'action qui est définie dans notre fonction. Voilà, on récupère la position de la souris, on le convertit en vecteur et on crée le trait. Et ça, c'est les objets qu'on croise, le trait croise dans la scène. Ça prend un peu de temps parce que voilà. Bon, ça c'est une version bêta de mon projet pour CapScience. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on montre 4 trajectoires des satellites. Il y a la station spatiale ISS, il y a Hubble, il y a un satellite GPS et un satellite de la météo. On peut le faire tourner, on peut regarder et on peut aussi cliquer, regarder c'est lequel. On peut aussi choisir une satellite pour changer de point de vue. C'est-à-dire que maintenant, je me mets à la position de ISS pour regarder la Terre. Cette Trick.js, c'est un librairie qui m'a beaucoup aidé parce que sans vraiment, moi, j'avais pas trop de connaissances en développement en 3D, mais puisqu'il fallait que je fasse une vue en 3D pour la Terre, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour démarrer le projet. Et bien sûr, plus on va loin et plus on a besoin de connaître les termes de vocabulaire dans le développement 3D. Mais pour un début, je vous recommanderais cette librairie. Bon, il me reste 3 minutes si vous avez des questions. Oui. Ouais. Vous parlez le problème d'un corps, 2 corps. Oui. Oui, oui. Oui. Pardon? Non. En fait, il fournit certaines techniques de shader, mais après, si on veut faire les shaders personnalisés, il faut qu'on fasse les fichiers. Voilà. Bon. Merci.